Bonjour, au potager, les travaux vont bon train, mais on s'active aussi dans le jardin d'agrément. C'est d'ailleurs ce dont on va parler dans ce 67e numéro de Rustica Mag. Alors, bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, nous allons semer les premiers légumes primeurs, à commencer par les carottes, en utilisant une technique plutôt étonnante. La sève de bouleau possède de nombreux atouts, c'est maintenant qu'il faut la récolter. Nous verrons comment et cela se passe dans la Manche. Puis nous nous rendrons dans les Yvelines pour y découvrir le jardin de la Grenouillère qui, de vous à moi, grouille de nombreuses idées d'aménagement. Et enfin, les petites bêtes du jardin ne sont pas toutes si vilaines, certaines sont même très utiles. Nous verrons lesquelles et comment les attirer. Au printemps, c'est bien connu, on sème les légumes précoces, les fameux primeurs que l'on récoltera d'ici quelques semaines, mais aussi les légumes qui produiront cet été. Alors pour ne rien oublier et vous y retrouver, le magazine Rustica de cette semaine vous accompagne dans tous vos travaux au potager. Pour chaque catégorie de légumes, vous y retrouverez les étapes, semis, repiquage, plantation, les bons gestes et les astuces pour faire de vous un as du potager. Alors un as du potager, nous en avons un à Rustica, c'est Hubert Fontaine. Notre expert va nous expliquer et nous détailler un mode de semis particulier et plutôt malin. Semer des carottes en ruban permet à coup sûr d'obtenir de grosses racines sans éclaircissage. Un véritable gain de temps. Il va de soi qu'un semis en ruban de carottes ne vous dispense pas de travailler votre sol en profondeur. Les racines de carottes ont besoin d'un sol très filtrant, léger, pour éviter d'avoir les racines fourchues. Donc on travaille bien son sol, on le bêche, pourquoi pas, et surtout on va bien affiner maintenant notre terre en surface. Une fois que vous avez travaillé votre sol en profondeur, vous allez utiliser une griffe pour travailler en douceur la surface du sol. Égaliser avec un râteau. Tracez des sillons à 30 cm le long d'un cordeau sur 1 à 2 cm de profondeur et pas plus. Si votre terre est lourde, amoureuse, argileuse, n'hésitez pas à rajouter du terreau avec un petit peu de sable au fond du sillon. Ensuite, tassez avec le dos du râteau pour avoir une bonne assise sur le ruban. Ça évitera que les graines s'enfoncent un petit peu plus profondément par la suite. Si on observe notre ruban pré-semé, on s'aperçoit que les graines sont distantes de 1 ou 2 cm, ce qui va vous permettre plus tard de ne pas avoir à desserrer nos carottes. On va passer maintenant au semis de ruban pré-semé. Alors posez un caillou sur le bord de votre ruban de façon à avoir beaucoup plus facile pour pouvoir l'étaler au fond du sillon. Puis versez une fine couche de terre sèche composée de terreau avec du sable, ramenez la terre sur le côté avec le râteau, tassez l'ensemble du semis et terminez avec un bon arrosage. Utilisez de préférence une pomme fine pour éviter le ruissellement. Bien entendu, vous connaissez le bouleau dont le tronc est recouvert d'une écorce blanchâtre, mais connaissez-vous la sève de bouleau ? Ce précieux liquide, qui possède de nombreux atouts, se récolte et se consomme au printemps. Dans la Manche, retrouvons Christophe Bouvet qui collecte cette fameuse sève, une sève dont les bienfaits seront ensuite énoncés par Christian Busser, docteur en pharmacie. Une cure printanière de sève de bouleau. Les anciens en consommaient tous les ans à la sortie de l'hiver. La tradition s'est perpétuée dans les pays scandinaves et elle revient en force en France. Producteur de cidre bio à la ferme du Vatel dans la Manche, Christophe Bouvet récolte cette sève, appelée aussi eau de bouleau. Dans le cadre de ma ferme, je loue quelques hectares au Conservatoire du Littoral et j'ai l'autorisation d'aller récolter sur ces surfaces. C'est une récolte qui est labellisée en bio et en biocohérence. Je commence à récolter début mars, généralement, fin février, début mars. Quand l'arbre commence à faire monter toute la sève dans les branches, on perce l'arbre et à la perceuse, on met un petit tuyau dedans. Le tuyau, on le raccorde à une bouteille et on vient récolter la sève tous les jours. On peut colmater l'entrée pour éviter que ça dégouline trop à l'extérieur. La profondeur du trou, c'est quelques centimètres. L'important est de venir prélever tous les jours. Si on laisse la bouteille
de sève de bouleau en plein soleil plusieurs journées sans aller récolter, elle va commencer à fermenter plus vite. L'idéal, c'est vraiment de la conserver au frais, au frigo, entre 0 et 4 degrés. La période de récolte dure à peu près 15 à 20 jours. Tous les jours, je vais noter la quantité prélevée sur les arbres et je vois bien qu'il y a un pic de montée de sève qui dure quelques jours et puis après ça se calme petit à petit. Globalement, ça peut aller jusqu'à 5 litres par jour, 4 à 5 litres par jour. Ça dépend de l'arbre. Il faut essayer de prendre un arbre qui soit déjà assez ancien, qui a déjà une bonne trentaine d'années pour pas trop l'épuiser. Le tout, c'est d'essayer de faire un seul prélèvement par arbre tout simplement. On peut aussi reboucher le trou pour éviter que ça continue à sointer. Sinon l'arbre va bien se remettre, mais on peut reboucher le trou avec une petite cheville en bois ou avec un bouchon d'argile. Et ça va l'aider à cicatriser. Sinon, le sointement sur l'arbre peut favoriser les maladies. L'idéal, c'est surtout de faire ça sur une zone où il n'y a pas eu de polluants, où il n'y a pas eu de décharge de dépotoirs sauvages. Alors la sève, après la récolte, est conditionnée dans ce qu'on appelle des bibes, poches sous vide de 3 litres, ce qui permet de fournir la sève fraîche et non pasteurisée. La sève de bouleau est utilisée effectivement comme dépuratif. C'est un mot qu'on ne trouve plus en médecine aujourd'hui, qui signifie qu'on va purifier le sang, qu'on va avoir un effet diurétique, un très bon effet sur le rein. À la sortie de l'hiver, on a besoin d'avoir un effet détoxiquant, de façon à éliminer un maximum de toxines qui ont été accumulées pendant l'hiver. Alors on va utiliser la sève fraîche. Elle contient un petit peu de sucre, elle est très riche en sels minéraux, et donc la conservation n'est pas comparable à de l'eau de source. Ne pas confondre l'eau de bouleau avec le jus de bouleau réalisé à partir des feuilles. Dans les Yvelines, Françoise Lacaze a conjugué 2 univers, l'art du jardin japonais et l'art du jardin aquatique. En effet, son terrain étant situé au bord de l'Yvette et donc constamment humide, elle a choisi de créer un jardin aquatique, faisant de l'eau une alliée, mais sans pour autant faire l'impasse sur sa passion pour l'Asie. Elle a donc, dans une autre partie de son jardin, imaginé un décor d'esprit japonisant. On est arrivé ici en 1988 et on a trouvé un marécage. Ensuite, on a commencé à faire du jardinage, on ne s'y connaissait pas trop. Le gros handicap, c'est qu'on n'arrosait jamais ce jardin. On désherbait le soir et le lendemain matin, les plantes étaient aussi hautes. C'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Sonia Goron, cette amie paysagiste, qui nous a dit « Comme vous êtes aux sources de l'Yvette, on va essayer de récupérer les sources que vous avez dans votre terrain pour faire un jardin d'eau. » Donc on a créé 2 bassins. Et autour de ces bassins, on a aménagé les berges, aménagé surtout les chemins, parce qu'on s'enfonçait à peu près de 20 à 30 cm. Donc on a stabilisé les terrains et au fur et à mesure, sur ces 2500 mètres de terrain, il a fallu planter. Alors autour des 2 bassins, on a bien installé des plantes vivaces et elles sont très exubérantes. Elles sont exubérantes parce que ce sont des bassins naturels, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bâches au bord des bassins. Et on a surtout installé des plantes vivaces parce que dans ce terrain en permanence humide, on trouve peu de persistants à planter. C'est tout ce monde de plantes aquatiques dans lequel on s'est entièrement immergé. J'ai entretenu tout de suite les végétaux, mais entretenu sans vraiment les connaître. Il m'a fallu à peu près 8 ans pour pouvoir refaire le tour de mon jardin et en connaissant parfaitement les plantes et en commençant à les tailler correctement. J'ai volontairement choisi ce côté japonisant dans mon jardin parce que je suis passionnée par l'Asie déjà. Et puis le thème de l'eau a été aussi un point de départ pour installer des lanternes, des choses comme ça. Et je dirais que c'était un peu ma vie petite fille. Mon grand-père m'emmenait au jardin Albert Kahn, dans ce jardin japonais. Et je pense que j'ai gardé des images de cette période. Donc je ne veux pas faire de ce jardin un jardin japonais, il restera japonisant. Bien évidemment, on a joué avec les couleurs des différentes saisons, mais aussi avec les structures. Je voulais être botaniste. J'ai abandonné cette filière et ce jardin m'a permis de fermer ma boucle. C'est vraiment une partie de ma vie. J'ai aussi la passion de le faire, de l'ouvrir
public, partager le jardin, les plantes. Au printemps, il n'y a pas que la flore qui se réveille, la faune, elle aussi, accompagne le retour des beaux jours, et parmi elles, les insectes. Alors il y a bien sûr les insectes redoutés par les jardiniers qui causent des dégâts sur les végétaux, mais il existe aussi des espèces beaucoup plus pacifiques, voire même utiles. On parle alors d'insectes auxiliaires qui participent naturellement à la lutte contre les ennemis des végétaux. De nombreux insectes sont utiles au jardin. Pour les plus connus, les coccinelles, dont les larves consomment un minimum de 50 pucerons par jour. Les cirphes aussi, ressemblant étrangement aux petites abeilles ou guêpes, mais qui ont l'avantage de ne pas piquer. Les cirphes fécondent les fleurs et détruisent aussi de très nombreux pucerons. Les chrysopes, appelés aussi demoiselles aux larves translucides, ce sont les larves qui dévorent une multitude d'insectes parasites au jardin, comme les cochenilles farineuses, les pucerons, les thrips, les acariens et les mouches blanches. Moins connus, les carabes rendent un grand service aux jardiniers. Pendant la nuit, ils dévorent des limaces, des petites limaces, des chenilles, des noctuelles et aussi des pucerons. Si on ne les voit pas pendant la journée, c'est qu'ils se réfugient dans les débris de bois. D'où l'intérêt de construire un hôtel à insectes avec quelques petits débris pour pouvoir les réfugier. Il existe aussi d'autres méthodes, surtout si vous avez un jardin tiré à 4 épingles, il est possible de construire des abris adaptés à leur mode de vie en empilant de vieilles tuiles, des ardoises ou en alignant au bord d'une allée un joli petit tas de bois de bûche, et un paillis entre les plantes est un excellent refuge pour tous les carabes. Sinon, pourquoi pas opter pour un petit ou grand hôtel à insectes. L'hôtel à insectes attire de nombreux insectes auxiliaires utiles au jardin potager, au jardin d'agrément, sur le balcon et pourquoi pas en ville au milieu des espaces verts. Il est utile, pédagogique et décoratif à la fois. Pour connaître les insectes qui vivent dans votre jardin et distinguer les espèces auxiliaires du jardinier de celles qui nuisent aux plantes, rendez-vous dans le magazine Rustica de la semaine prochaine. Vous y trouverez effectivement un dossier qui vous aidera à reconnaître les insectes utiles de ceux dont il faut absolument se débarrasser. Et pour cela, les moyens de lutte sont bien entendu 100% respectueux de l'environnement. À l'approche de la mise en place des décors de l'été, ce même numéro est accompagné d'un carnet qui vous sera bien utile pour planter vos balconnières et vos jardinières. Jugez plutôt, je fleuris fenêtres, cours, balcons et terrasses est le titre très explicite de ce nouveau carnet pratique de Rustica. Mais en attendant, faites donc un tour au potager pour y lancer les travaux de semis, de repiquage et de plantation. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.